La hyène. Il est certains moments, certaines circonstances bizarres dans cette étrange et confuse affaire que nous appelons la vie, où l'univers entier apparaît à l'homme comme une énorme farce, même s'il ne perçoit que confusément le sel de la plaisanterie et se doute fort que nul autre que lui n'en fait les frais. Pourtant, rien ne le décourage, et rien ne lui semble mériter d'être contesté. Il gobe tout, événements, credos, croyances et opinions, tout ce qui est coriace, le visible comme l'invisible, fût-ce indigeste comme l'autruche engloutie, balle et pierre à fusil. Quant aux petits soucis et tracas, aux perspectives de prompts désastres, aux périls impliquant sa vie, tout cela, et la mort même, ne lui semble qu'atteinte malicieuse, bon enfant, des bourrades joviales que lui administre sans être vu l'énigmatique vieux farceur. Cette humeur insolite et fantasque ne s'empare d'un homme que dans l'extrême adversité. Elle le surprend en pleine affliction, et ce qui, l'instant d'avant, pouvait lui paraître essentiel, ne lui semble plus soudain qu'une partie de la grande bouffonnerie universelle. Il n'est rien de tel que les dangers de la chasse à la baleine pour engendrer cette philosophie de desperado, joyeuse, libre et placide, et c'est sous ce jour que je considérais dorénavant le voyage du Pécog, ainsi que son objet, le grand cachalot blanc. « Queequeg !» dis-je lorsque j'eus été hissé le dernier sur le pont et sans cesser de m'ébrouer dans mon caban pour me débarrasser de l'eau. « Queequeg, mon bon ami, est-ce que ce genre de choses arrive souvent ?» Sans grand émoi, bien que tout aussi trempé que moi, il me laissa entendre qu'en effet, ce genre de choses arrivait souvent. « Monsieur Stubb, fis-je alors, en me tournant vers ce brave homme qui, boutonné dans son ciré, était à présent en train de tranquillement fumer sa pipe sous la pluie. « Monsieur Stubb, je crois vous avoir entendu dire que, de tous les baleiniers de votre connaissance, notre premier second, monsieur Starbuck, est de loin le plus sage et le plus prudent. Je suppose donc que piquer sur un cachalot en fuite, toute voile dehors en pleine tempête et dans le brouillard, est le comble de la retenue pour un baleinier. Sûr, j'ai mis à la mer dans la tempête avec une baleinière qui faisait eau au large du Cap Horn. Monsieur Flasque, dis-je encore en m'adressant au petit second qui se tenait tout près, vous avez l'expérience de ces choses et moi pas. Voulez-vous me dire si c'est une loi immuable des rameurs de la profession que de se rompre l'échine pour se pousser de dos dans la gueule de la mort? Tu peux pas la faire plus courte, répondit Flasque. Oui, c'est la loi. 3 témoins impartiaux venaient de me livrer des dépositions mûrement réfléchies. Donc, attendu que tempête, chavirage et bivouac sur les grands fonds étaient monnaie courante dans ce genre d'existence, attendu qu'à l'instant fort critique de piquer sur la baleine, je devais remettre ma vie entre les mains de l'homme commandant la baleinière, attendu que le désastre précis arrivé justement à notre baleinière était surtout imputable au fait que Starbuck avait piqué sur son cachalot quasiment au plus fort de la tempête, attendu que ce Starbuck était connu pour son exceptionnelle prudence, attendu que j'appartenais à la baleinière de ce si prudent Starbuck, et attendu enfin la diabolique chasse au cachalot blanc dans laquelle j'étais engagé, attendu tout cela, dis-je, autant valait tout de suite rédiger le brouillon de mes dernières volontés. Queequeg, viens avec moi, tu seras mon notaire, mon exécuteur testamentaire et mon héritier. Il peut paraître étrange que des hommes comme les marins soient portés à rebricoler sans cesse leurs dernières volontés et leurs testaments. Il n'est pourtant personne au monde qui raffole plus de cette distraction. C'était la 4e fois dans ma vie de marin que je recommençais le mien. Les cérémonies terminées, cette fois-là, je me sentis beaucoup mieux. Mon cœur était soulagé d'un poids. En outre, chaque jour que je vivrais désormais aurait la saveur de ce vécu par Lazare après sa résurrection. Un bénéfice net qui se compterait en mois ou en semaines, c'était selon. Je me survivais. Ma mort et mes funérailles étaient sous clé dans ma poitrine. Je promenais autour de moi un regard paisible et satisfait, comme un calme fantôme à la conscience propre, assis à l'intérieur d'un douillet caveau de famille.
Et maintenant, pensai-je, en remontant inconsciemment mes manches, allons-y pour un plongeon calme et serein vers la mort et la désolation. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Le souffle fantôme. Des jours, des semaines passèrent, et sous voilure réduite, le Pécog d'Ivoire avait lentement traversé 4 parages de pêche différents. Par une nuit silencieuse, un jet argenté fut aperçu bien en avant du bouillonnement blanc de l'étrave. Éclairé de lune, il paraissait céleste et ressemblait à quelque dieu, empanaché et scintillant sortant des flots. Fedallah fut le premier à le signaler, car les nuits de claire lune, c'était son habitude de monter à la vigie du grand mât et d'y guetter avec la même précision qu'en plein jour. Pourtant, même si on repère des bancs de baleines la nuit, pas un baleinier sur 100 ne se risquerait à mettre à la mer pour leur donner la chasse. Vous imaginez, dès lors, quel sentiment agitait les hommes en voyant ce vieil oriental perché dans sa mâture à des heures aussi indues. Lorsque sa voix surnaturelle retentit pour annoncer ce jet argenté éclairé de lune, chaque marin de repos bondit, comme si un esprit ailé était venu se poser dans le gréement pour héler l'équipage des mortels. Elle souffle. Traversant le pont à pas rapides et vacillants, Achab donna l'ordre de hisser les perroquets, les cacatois et toutes les bonnettes. Le meilleur timonier du bord dut prendre la barre. Puis, une fois parés les 3 postes de vigie, le vaisseau courut vent arrière. Et si on regardait le visage d'Achab cette nuit-là, on pouvait penser que 2 influences contraires luttaient en lui. Alors que sa jambe vivante, animée de vibrants échos, chaque coup de sa jambe morte sonnait comme un clou planté dans un cercueil. Un pied sur la vie et l'autre sur la mort. Voilà comment marchait ce vieil homme. Mais le navire eut beau filer à vive allure, et chaque œil, tel une flèche, dardait des regards perçants, on ne vit plus le souffle argenté cette nuit-là. Chaque matelot jura l'avoir vu une fois, mais pas 2. Ce souffle de minuit était presque tombé dans l'oubli quand, quelques jours plus tard, à la même heure silencieuse, il fut de nouveau signalé. Encore une fois, tous l'aperçurent, mais lorsqu'on fit voile dessus, encore une fois il disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Il en fut ainsi nuit après nuit. Mystérieusement lancé à la clarté de la lune ou des étoiles, disparaissant ensuite pendant un jour entier ou 2 ou 3, avançant chaque fois plus loin devant nous, ce jet solitaire semblait vouloir nous attirer toujours plus avant. Avec la superstition immémoriale de leur race et vu l'atmosphère surnaturelle qui régnait à bien des égards sur le Pécog, certains marins jurèrent que chaque fois et en chaque lieu, même dans des temps reculés, même sous les latitudes et longitudes les plus lointaines, ce souffle inapprochable appartenait à un seul et unique cachalot, et ce cachalot, c'était Moby Dick. Pendant un certain temps, régna aussi une singulière terreur à l'égard de cette apparition fugitive, comme si elle nous faisait traîtreusement signe de la suivre toujours plus loin afin que le monstre puisse faire volte-face et finalement nous mettre en pièces dans les mers les plus solitaires et sauvages. Ces appréhensions passagères, si vagues mais si horribles, tiraient une force prodigieuse du contraste qu'elles formaient avec la sérénité du temps. Certains croyant deviner un sortilège diabolique sous toute cette douceur bleue. Mais quand, enfin, nous fîmes route vers l'est, les vents du cap se mirent à hurler autour de nous et à nous balloter sur de longues houles troublées. Cap de Bonne-Espérance, c'est ainsi qu'on t'appelle, plutôt cap des tempêtes, comme on disait jadis. Nous fûmes jetés dans cette mer tourmentée où des êtres coupables, transformés en oiseaux et en poissons, semblaient condamnés à nager pour l'éternité, sans aucun havre pour les attendre. Mais, immuable et calme, d'une blancheur neigeuse, dirigeant toujours vers le ciel sa fontaine de plumes et nous faisant toujours signe de le suivre, le jet solitaire était signalé. Calmar. Taillant lentement sa route à travers des champs de plancton, le Pécod maintenait désormais son cap nord-ouest vers l'île de Java. Or, dans la transparence bleutée d'un matin, tandis qu'une tranquillité presque surnaturelle s'étendait sur la mer, dans le profond silence du monde visible, un spectre étrange fut aperçu par Daggoo depuis la tête du grand mât. Au loin,
Une grande masse blanche s'éleva paresseusement, s'éleva toujours plus haut, se détachant sur l'azur, et étincela enfin devant notre proue, telle une avalanche à l'instant descendue des montagnes. Cela ne ressemblait pas à une baleine. Et pourtant, si c'était Moby Dick, se dit Daggoo. Le spectre s'enfonça dans l'eau, mais quand il reparut avec un cri aigu comme un stylet qui arracha chaque homme à sa somnolence, le nègre hurla « Le voilà ! Le voilà encore, droit devant, le cachalot blanc, le cachalot blanc !» Les 4 baleinières furent bientôt mises à l'eau, celle d'Akab en tête, et toutes ramèrent à toute allure vers leur proie. Bientôt, celle-ci plongea, et tandis que, l'aviron haut, nous attendions sa réapparition, voici qu'elle remonta lentement à l'endroit même où elle s'était enfoncée. Pour l'instant, oubliant presque totalement Moby Dick, nous contemplions le plus prodigieux phénomène que les mers secrètes aient révélé jusqu'à présent au genre humain. Une énorme masse charnue, longue et large de plusieurs centaines de mètres et d'un blanc crème éblouissant flottait sur l'eau. De longs bras innombrables rayonnaient depuis son centre qui s'enroulaient et se tordaient tel un nid d'anaconda, comme pour happer à l'aveuglette tout ce qui aurait le malheur de se trouver à leur portée. Elle n'avait ni face ni front apparent, ne donnait aucun indice de sensation ou d'instinct, mais elle ondulait là, sur les flots, apparition surnaturelle, informe et fortuite de la vie. Tandis qu'avec un petit bruit de succion, elle disparaissait à nouveau, Starbuck, l'œil toujours fixé sur les eaux troublées où elle venait de s'enfoncer, s'exclama d'une voix farouche « J'aurais presque préféré voir Moby Dick et le combattre plutôt que de te voir, toi, espèce de blanc fantôme. » « Qu'est-ce que c'était, monsieur » dit Flasque. « Le calmar géant lui-même. Il paraît que les rares baleiniers qui l'ont vu ne sont pas rentrés au port pour en parler. » Akab ne prononça pas un mot. Faisant virer sa baleinière, il retourna au navire. Les autres suivirent en silence. Stubb tue un cachalot. Si, pour Starbuck, l'apparition du calamar était de mauvais augure, il n'en allait pas de même pour Queequeg. « Quand toi voir, lui calmar, dit le sauvage, toi bientôt voir, lui cachalot. » Le lendemain fut extrêmement calme et lourd, et n'ayant rien de spécial à faire, l'équipage du Péquod avait peine à résister au somnolent sortilège que provoque une mer aussi vide. Car cette partie de l'océan Indien où nous croisions n'est pas ce que les baleiniers appellent un parage vif. C'était mon tour d'être en vigie sur le mât de misaine, et je me laissais mollement bercer dans ce qui me semblait un air enchanté. Soudain, j'eus l'impression que des bulles éclataient sous mes paupières closes. Comme des étaux, mes mains empoignèrent les haubans. Là, tout près, sous le vent du navire, à moins de 40 brasses, un gigantesque cachalot roulait dans l'eau, telle une coque chavirée d'une frégate, un large dos luisant d'une couleur éthiopienne, scintillait comme un miroir sous les rayons du soleil. Ondulant paresseusement au creux des vagues, non sans lancer de temps à autre un jet de vapeur tranquille, ce cachalot ressemblait à un corpulent bourgeois en train de fumer sa pipe par un après-midi de chaleur. Mais cette pipe, pauvre cachalot, elle fut ta dernière. Comme touché par la baguette de quelque magicien, le navire endormi et tous ses dormeurs s'éveillèrent en sursaut, et plus d'une vingtaine de voix venant de tous côtés firent chorus aux 3 notes tombées de la mâture pour pousser le cri habituel « Dégagez les baleinières, l'eau fait !» cria Akab. Les brusques exclamations de l'équipage durent alarmer le cachalot, car, avant même que les baleinières soient à la mer, il vira de bord avec majesté et s'éloigna sous le vent, mais avec une tranquillité si sereine et en ridant si peu la surface de l'eau, qu'Akab se dit qu'après tout, il n'était peut-être pas encore alerté. Alors il commanda de ne pas utiliser les avirons et de ne parler qu'à voix basse. Donc, assis comme des Indiens de l'Ontario sur les plabords des baleinières, nous avancions à la pagaie, vite, mais en silence. Peu après, nous glissions ainsi à sa poursuite, quand le monstre leva perpendiculairement la queue à une douzaine de mètres au-dessus de l'eau, puis disparut à nos yeux, comme une tour engloutie. Stubb sortit une allumette pour allumer sa pipe, car un répit nous était accordé. Le temps de la plongée écoulé, le cachalot émergea à nouveau. Comme il se trouvait désormais à l'avant de la baleinière du fumeur et bien plus près d'elle que des autres canots, Stubb compta sur l'honneur de la capture. Il était clair maintenant que le cachalot s'était enfin aperçu qu'il était pris en chasse. Silence et retenue n'étaient donc plus de mise.
On rentra les pagaies et les avirons se mirent bruyamment en jeu. Tirant toujours sur sa pipe, Stubb encourageait les hommes à l'assaut sans cesser de souffler des nuages de fumée. Comme des desperados, ils souquèrent, ils peinèrent jusqu'à ce que retentisse ce cri bienvenu « Debout, Tashtego, mets-lui son compte !» Le harpon fut lancé. « Arrière toutes !» Les rameurs firent reculer la baleinière. Au même instant, une brûlure sifflante leur siffla sur les poignets. C'était la ligne magique. On lui donna quelques tours et elle commença à tenir en place. À présent, la baleinière volait sur les eaux bouillonnantes, comme un requin tous ailerons dehors. Ce fut à ce moment que Stubb et Tashtego échangèrent leurs places, avant pour arrière, périlleuse entreprise vraiment dans tout ce chaos. « Amen, amen !» cria Stubb aux rameurs de l'avant, et, virant pour faire face au cachalot, tout l'équipage se mit à remonter la baleinière vers lui. Se rangeant bientôt au flanc de la bête, Stubb cala solidement son genou sur le taquet réservé à cet usage et frappa encore et encore de sa lance le cachalot en fuite. La marée rouge s'écoulait maintenant de tous les côtés du monstre comme autant de ruisseaux dévalant une colline. Son corps supplicié ne roulait plus dans l'océan, mais dans le sang qui écumait et bouillonnait sur des centaines de mètres dans le sillage des baleinières. Un soleil oblique jouait sur cet étang cramoisi dans la mer, en renvoyant les reflets sur chaque visage. Tous rougeoyaient et avaient, les uns pour les autres, des mines de peau rouge. Pendant tout ce temps, souffle après souffle, une fumée blanche fusait atrocement par les vents du cachalot, comme, bouffée après bouffée, elle fusait avec véhémence par la bouche du second surexcité. Après chaque coup, ramenant à bord, par le filin auquel elle était attachée, sa lance tordue, Stubb la redressait en la cognant rapidement contre le plat-bord, puis chaque fois la plantait à nouveau dans l'animal. « Plus près, cria-t-il au rameur de l'avant, quand le cachalot, affaibli, relâcha sa fureur. « Plus près !» La baleinière vint se ranger au flanc de la bête. Alors, penché le plus loin possible hors de l'étrave, Stubb fouilla lentement son corps de sa longue lance aiguisée. Et il continua, fouillant toujours, fouillant avec soin, comme s'il cherchait précautionneusement une montre en or que le cachalot aurait pu avaler, une montre qu'il aurait craint de briser avant d'avoir pu la crocheter. Seulement, cette montre en or qu'il cherchait, c'était le centre vital de l'animal. Il fut atteint car, sortant de sa transe pour entrer dans cet état indescriptible qui fait dire que la baleine fleurit, le monstre se vautra horriblement dans son sang et s'enveloppa d'embrun impénétrable, furieux, bouillonnant. En péril, la baleinière recula aussitôt et, à l'aveuglette, eut toutes les peines à quitter ce crépuscule frénétique pour retrouver la clarté du jour. Le cachalot reparut une fois encore à la vue des hommes. Il roulait d'un flanc sur l'autre, dilatait et contractait spasmodiquement son évent avec des râles violents, déchirants. Enfin, à gros bouillon, des flots de sang caillés, pareils à la lie pourpre d'un vin rouge, jaillirent dans l'air épouvanté avant de retomber dans la mer en ruisselant sur ses flancs immobiles. Son cœur avait éclaté. « Il est mort, monsieur Stubb, dit Daggoo. Oui, les 2 pipes sont éteintes. » Puis, ôtant la sienne de sa bouche, Stubb en secoua sur l'eau les cendres mortes et pendant un moment contempla, pensif, l'énorme cadavre qu'il venait de faire.